Notre enquête commence à Beaurain. Ici, la famille Hénin élève des vaches laitières depuis 4 générations. Pour Marc-André, le bien-être animal, c'est une priorité. Mais il y a un an, l'une d'elles est décédée dans d'autres circonstances. Alors ça s'est passé où? Juste ici en fait. Donc la vache était à la traite là et alors ça s'est passé juste là près de la barrière. Et qu'est-ce que on vous a appelé pour vous dire ce qui se passait à ce moment-là? Non, mais en fait c'est mon frère et quelqu'un qui travaillait avec lui qui sont arrivés. Enfin, qui étaient à la traite et qui ont libéré la vache parce qu'elle était en train d'étouffer à l'intérieur. Et donc ils l'ont libérée et elle est arrivée ici. Moi j'étais pas là à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'eux ont vu? Comment ça s'est passé une fois qu'elle est arrivée ici? C'était quoi le constat? Qu'elle étouffait et qu'elle était en train de mourir à petit feu et qu'elle étouffait dans son propre sang, quoi. Attention, ces images peuvent choquer. Cette vache est en train d'agoniser. Des morceaux de canette coupant comme des lames de rasoir lui perforent le poumon. En fait, comme c'était une année de sécheresse, on avait dû acheter des boules à un autre fermier qui a un champ qui est au bord d'une voie où il y a énormément de circulation. Et là, la quantité de canettes qu'on retrouvait dans les boules, tous les jours quand on donnait une boule, on avait plusieurs canettes. Quand on parlait de boules, vous parlez d'une boule de foin? Les ballots, quoi, les ballots de luzerne. Et donc on devait retirer plusieurs canettes par boule tous les jours, quoi. Donc à mon avis, on a eu les boules qui étaient tout le long de cette voie rapide où il y a beaucoup de passages, quoi. On sait qu'ils doivent mourir à la fin, mais nous, il y a différentes façons de mourir et celle-là, c'est difficile à accepter, quoi. Quelle est la perte financière que vous avez eue suite à cet accident? En fait, il faut savoir que dans notre ferme, la vache qu'on trayait, c'est une vache qui allait donner à peu près entre 7 et 8 000 litres de lait sur l'année. Et que nous, en transformant ce lait-là, on le vend à un peu moins d'1 euro du litre. Donc le chiffre d'affaires qu'on a perdu, c'est entre plus ou moins 7 000 euros. Est-ce qu'il existe des moyens pour éviter ce genre de choses? Ici, ce que le vétérinaire me disait, c'est que ce qu'on pouvait faire, c'est mettre des aimants systématiquement à toutes les vaches. Vous avez bien entendu, faire avaler des aimants à nos vaches. Allez, courage, ma biche. Ces aimants restent à vie dans l'estomac des vaches pour attirer les petits bouts de métal ou d'aluminium. Ça vous paraît fou, c'est pourtant la seule solution tant qu'il y aura, entre autres, des canettes jetées le long des routes. Ça va se fixer là-dessus. En fait, l'aimant va tomber dans le premier compartiment digestif de la vache, qui est le réseau, qui se trouve juste derrière le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est le grand muscle qui sépare la cavité abdominale de la cavité thoracique. Et c'est là que l'élément métallique que la vache ingère, en n'étant pas du tout sélective, c'est là que l'aliment métallique peut blesser et donc provoquer certaines pathologies qui peuvent être très graves, même mortelles. Selon la Fédération des éleveurs, les débris de canettes seraient responsables de la mort de 3000 vaches chaque année en Wallonie. Et ce, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. C'est quelque chose qui est pas agréable de parler, mais on aimerait bien que ces canettes qui traînent partout, que ça s'arrête, quoi. Parce que c'est franchement, et ça ne va pas en diminuant, ça va même en augmentant. Les gens y polluent et c'est vraiment horrible. Nos routes, nos trottoirs, nos rues débordent de déchets. Il faut éduquer les gens, mais il faut changer le système aussi. Ailleurs en Europe, une solution a été trouvée, la consigne. Je viens du futur. Ils m'ont renvoyé ici parce qu'autrement, en 2050, nous serons tués par le plastique. Mais en Belgique, ça coince. Les secteurs sont sans doute intervenus à l'époque auprès de certains négociateurs pour dire danger pour l'économie. Les ramasseurs de déchets, eux, grincent des dents. Je me suis rendu compte qu'en fait, ramasser comme ça des canettes et des bouteilles en plastique, c'était vraiment les pigeons du système. Pour cette enquête, nous avons cherché à avoir des réponses. C'est pas une volonté de ne pas s'exprimer sur le sujet, hein. C'est plutôt... Mais là, vous ne voulez pas vous exprimer sur le sujet puisque vous ne nous accordez pas d'interview. On a analysé les chiffres pour comprendre pourquoi le secteur refuse cette consigne. Je ne sais pas vous dire comment ça coûte, mais on parle facilement, naturellement, de quelques centaines de millions. Dans ce champ d'épinards, une surprise nous attend. Ce drone, ce n'est pas le nôtre.
c'est celui de Xavier. Pilote professionnel, son job consiste à repérer et éliminer les détritus cachés sous les feuilles avant la récolte. Ici, on utilise le drone pour survoler le champ. Et à partir des photos, on fait la détection des contaminants. Et après, on établit une carte. Et la personne qui doit ramasser utilise la carte et le GPS pour aller rechercher les contaminants et les enlever de la récolte. En fait. Vous voyez ces points jaunes tout autour de la culture. Concentrés le long des chemins, ce sont les déchets repérés par le drone. Et ce sont souvent les mêmes. Principalement des canettes, des bouteilles en plastique et du plastique comme des sachets en fait. Si l'exploitant fait tant d'efforts, c'est parce que ces épinards finiront notamment dans les pots pour bébés. Alors imaginez si dans cette cuillère se cachait le moindre bout de plastique ou d'aluminium. Voilà pourquoi le directeur de l'entreprise n'a pas le choix. Pour éliminer tout risque, il faut s'éloigner des routes. Ici, il y a justement une bande de sécurité qui n'a pas été semée. Donc chaque fois le long des routes, on est obligé de laisser une bande qui ne sera pas semée et naturellement pas récoltée pour éviter la présence de corps étrangers, de déchets qui seraient éventuellement jetés à partir de la route. Et puis après, le droniste, ça vous coûte combien? Alors, le passage d'un drone, ben, ça a un coût, effectivement, ça coûte 50 € de l'hectare pour passer toutes les parcelles d'épinards. Donc on peut imaginer, à notre niveau, au niveau d'SB Frost, qui cultiveront plus ou moins 1000 hectares d'épinards, ben, ça fait 50 000 €. Donc c'est quand même des sommes qui ne sont pas négligeables du tout ça pour ramasser des déchets. Un coût pour vous. Ce que vous avez déjà essayé de faire, c'était de la sensibilisation? Oui, on a déjà essayé de mettre des panneaux le long des routes pour sensibiliser le grand public au fait que les corps étrangers, les déchets étaient vraiment un problème pour la culture. Mais avec peu d'effet, c'est toujours la même chose. On essaie de sensibiliser, mais ça ne fonctionne pas terriblement. Et ça nous étonne. Car en Belgique, la sensibilisation, ce n'est pas ce qui manque. Et c'est même la spécialité de BIWAP, Wallonie plus propre. Vous savez, c'est ASBL qui organise le grand nettoyage de printemps. Un grand élan solidaire qui rassemble chaque année des milliers de citoyens bénévoles. On les appelle les ambassadeurs de la propreté. En famille ou entre voisins, ils montrent l'exemple. Ramasser, c'est leur devoir de citoyen. Top là. Ah, super. Au printemps 2022, ils étaient près de 90 000 et ont ramassé 258 tonnes de déchets. C'est beau et cela fait chaud au cœur, mais force est de constater qu'à chaque édition, c'est la même chose. L'année dernière, ils ont ramassé plus de 600 tonnes de détritus en quelques jours. Et à première vue, les rues ne sont pas plus propres cette année. Il y en aura certainement pour pas mal de kilos. Le nombre de déchets, c'est vraiment impressionnant. Les gens, ils polluent et c'est vraiment horrible. Les gens polluent. Et c'est ce que nous avons encore entendu cette année lorsque nous sommes allés rencontrer les ambassadeurs de la propreté. C'est quand même pas mal de sacs, même si on fait ça chaque année, ça reste quand même assez encombré. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements, d'attitude en tout cas. Qu'est-ce qu'on a le long des routes? Et on a eu énormément de canettes, en tout genre, des softs, des bières, clairement des gens qui boivent et qui jettent par la fenêtre, ça c'est clair que c'est là, parce qu'aux zones d'arrêt, il y a encore plus. C'est compliqué de trouver une solution, j'avoue que je ne sais pas, à part l'éducation. Il existe pourtant un système qui donne une valeur aux déchets. La consigne sur les canettes dans certains pays, c'est peut-être une solution aussi. Ça éviterait que les gens jettent sans réfléchir en se disant de toute façon, il n'y a pas de valeur derrière. La consigne, c'est un système que vous connaissez déjà. Vous savez, ces fameuses machines automatiques que l'on trouve dans les supermarchés. Vous y glissez vos bouteilles et vous récupérez par exemple 10 centimes, la fameuse consigne. En Belgique, cela fonctionne avec certaines bouteilles en verre. Mais les canettes et bouteilles en plastique, en revanche, sont refusées. Alors, nous avons pris la direction des Pays-Bas, à Eindhoven. Ici, on retrouve les mêmes machines. Cette fois, elles acceptent les bouteilles en plastique de tout le pays et nous rendent 25 centimes. C'est toujours 25 centimes ? Ça dépend du package, donc chaque contenant a son propre montant et la plupart du temps, c'est 25 centimes. On a aussi du verre. Est-ce que ça fonctionne? Oui, de la même façon, donc vous la mettez à l'intérieur,
Donc c'est la même machine pour les bouteilles plastiques et les bouteilles de bière? Tout ce qui fait partie du système de consigne peut être rapporté dans la machine. Et dans ce cas, vous voyez qu'une bouteille de bière, c'est 10 centimes. Donc on a 2 bouteilles en plastique et 2 bouteilles de bière en verre, on a 60 centimes. C'est pas mal. Récupérer presque 1 euro pour seulement une bouteille en verre et 2 bouteilles en plastique, à ce prix-là, on n'a pas envie de les jeter par la fenêtre. C'est précisément ce que pensait le gouvernement néerlandais lorsqu'il a décidé en 2021 d'élargir la consigne aux bouteilles en plastique. Un acteur de ce changement, c'est Tom Zoet. Cela fait des années qu'il milite pour l'élargissement du système en Belgique et aux Pays-Bas. Ça s'est passé assez fluidement en fait. Le gouvernement il a décidé de mettre de la consigne sur les petites bouteilles en plastique. Cette décision était en 2020, elle a démarré il y a juste 1 an. Et on voit déjà les résultats sur le terrain parce que les calculs officiels du ministère hollandais sur le nombre de petites bouteilles dans la nature, c'est une chute de 40%. Donc déjà, en moins d'1 an de temps, c'est une mesure environnementale qui a énormément d'effets. Et la canette arrive dans quelques mois. Oui, voilà. Ça, c'est une décision que le gouvernement a prise l'année passée. Et fin de cette année, il y aura aussi la consigne sur les canettes. Et pour nous prouver que ça fonctionne, Tom tient à nous présenter le spécialiste néerlandais des déchets sauvages, le Zwerfinator, contraction de Zwerf, les déchets et de Terminator. Je viens du futur. Ils m'ont renvoyé ici parce qu'autrement, en 2050, nous serons tués par le plastique. Depuis 6 ans, le Zwerfinator ramasse canettes et bouteilles en plastique jetées dans la nature. Ce n'est pas son métier, mais il tient une comptabilité si rigoureuse que le gouvernement a fait appel à son expertise pour mettre en place la consigne. Ils m'ont demandé de leur donner mes données pour voir s'il y avait des améliorations. L'industrie de l'emballage avait été challengée pour diminuer la quantité de déchets sauvages plastiques de 70%, donc elle a fait des campagnes, des nettoyages, elle a fait de la sensibilisation, mais ça n'a pas marché, donc le gouvernement a dit « maintenant on met en place la consigne ». Et le nombre de déchets sauvages baisse de plus en plus. Et c'est cool. Quand vous travaillez comme ça dans la rue, est-ce que vous voyez souvent des gens qui cherchent des bouteilles consignées par terre? Vous savez, pour récupérer de l'argent? Oui, c'est dans les grandes villes qu'on le remarque le plus. Dans les petites villes, si vous venez là-bas le matin, vous verrez des gens à pied ou à vélo qui cherchent les bouteilles, et ben c'est pour se faire de l'argent. Non consigné? Non consigné. Donc, si un déchet vaut de l'argent, ce n'est plus vraiment un déchet. Oui, ça a de la valeur. Il y aura des gens derrière qui voudront les récupérer pour gagner de l'argent. La plupart des bouteilles que je trouve maintenant sont celles qui ne sont pas consignées, comme les bouteilles de jus, de lait, des choses comme ça. Après ce petit tour aux Pays-Bas, nous sommes rentrés chez nous pour chercher notre équivalent belge au Zwerfinator. Et nous l'avons trouvé ici, à Dinant. On le surnomme le Don Quichotte des incivilités. De chez moi à mon travail, il y a 11 km. Donc aller-retour, ça fait 22. Et voilà, je ramasse des milliers de canettes depuis 4 ans. Dans la vie, Don Quichotte est comptable. Et ça tombe bien parce qu'il tient un registre précis dans lequel il note chaque jour le nombre de canettes et de bouteilles qu'il ramasse. Voilà, ici, le 10 du 3 en 2020. Je suis revenu de mon boulot, j'ai ramassé 175 canettes, 85 bouteilles. Sur 11 km? Sur 11 km, oui. En une seule fois, en une journée? En une seule, en revenant de mon travail, alors que j'en avais ramassé les autres jours. Et là, sur 4 ans, j'ai calculé, j'en ai ramassé, allez, que je m'y retrouve, 7743. Faites le calcul, si chacun de ces déchets avait été consigné à hauteur de 25 centimes, Don Quichotte aurait récolté près de 2000 € le long des routes, en 4 ans. Il faut éduquer les gens, mais il faut changer le système aussi. Je suis évidemment un militant pour la consigne, au moins 20-30 centimes l'euro. C'est pas une question de vouloir m'enrichir, sûrement pas, mais c'est une question de ça dissuader les gens. Je ne vois quasiment aucune bouteille de verre sur les trajets. Si j'ai ramassé 50 bouteilles en verre sur les 4 ans, c'est beaucoup. La consigne repose sur un principe assez logique. On ne jette pas un déchet qui a de la valeur. En Europe, 14 pays en ont fait le pari. Tous présentent les mêmes résultats.
une chute considérable des déchets sauvages. Alors pourquoi faisons-nous figure d'exception? En réalité, ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais en Belgique, c'est un dossier difficile. Direction Douau, où nous rencontrons l'ancien ministre wallon de l'Environnement. À l'époque, il tente d'introduire la consigne en Wallonie, une initiative qui effraie le secteur. Les secteurs sont sans doute intervenus à l'époque auprès de certains négociateurs pour dire danger pour l'économie, danger pour les grandes surfaces qui vont devoir récupérer ces canettes, danger pour les clients qui vont payer plus cher puisqu'ils vont devoir payer une caution, même s'ils la récupèrent après. Donc voilà, il y a toute une série de raisons qui ont été mises sur la table et donc les négociateurs sont prudents et inscrivent le ministre de l'Environnement mettra en place une caution en concertation avec le secteur ou toute autre alternative. Est-ce qu'il y a eu une sorte de pression du secteur? Non, un refus de la mise en œuvre d'une caution. Et fort de la déclaration de politique régionale, ils me disent, vous, monsieur le ministre, vous ne pouvez quand même pas le faire puisque c'est en concertation avec nous et nous ne voulons pas. Fabricants et distributeurs d'emballages font alors signer un accord au ministre pour qu'il enterre l'idée d'une consigne jusqu'en 2022. En échange, l'industrie s'engage à financer des campagnes de nettoyage et de sensibilisation via la création de l'ASBL BIWAP en Wallonie. La convention dit nous mettons des moyens et nous proposons. C'est de l'ordre de 5-6 millions qui est sur la table. Ils n'ont jamais Juste en Wallonie? Oui. Ils n'ont jamais été jusque-là. Donc ils n'ont jamais su faire suffisamment d'actions pour dépenser ces montants-là. Mais la promesse, elle est là, avec un objectif, je pense, qui était fixé à 20% de diminution, ce qui semble un objectif faible, mais vu qu'on était en croissance chaque année du nombre de déchets trouvés au bord des routes, on se dit si on pouvait réduire de 20%, ce serait un premier coup de frein à l'abandon des déchets sur les bords de route, quoi. Ironie du sort, les ramasseurs de déchets ont donc travaillé gratuitement pendant 5 ans à cette diminution de 20% promise par le secteur de l'emballage. Pour Régine Florent, avoir contribué pendant des années aux arguments anti-consigne sans même le savoir, c'est un peu dur à avaler. Alors vous, à la base, vous étiez ambassadrice de la propreté, BIWAP, vous ramassiez avec votre gilet, votre pince, vos gants. Et puis du jour au lendemain, vous avez cessé vos activités bénévoles et maintenant vous vous surnommez vous-même Pigeons Ramasseurs. C'est tout un groupe de pigeons ramasseurs. Pourquoi pigeons ramasseurs? Effectivement, je suis membre des pigeons ramasseurs parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ramasser comme ça des canettes et des bouteilles en plastique, c'était être pigeon, c'était être vraiment les pigeons du système parce qu'en faisant ça, en fait, on contribue à minimiser le problème et on fait en sorte que les autorités et les industriels peuvent dire en fait, c'est pas si grave que ça. Le problème, ce n'est pas l'industrie qui produit du jetable gratuit. Le problème, c'est le comportement des consommateurs. Maintenant, le problème, c'est aussi un peu le comportement des consommateurs. Effectivement, jusque-là, je peux être d'accord. En fait, on ne peut pas défendre la personne qui jette une canette ou une bouteille de sa voiture ou en marchant. Mais par contre, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, il y a 40-50 ans, quand il n'y avait pas de jetable gratuit, il n'y avait pas ce problème-là. Donc c'est vraiment l'industrie qui a créé le problème de la pollution des déchets sauvages parce qu'en fait, ils ont choisi délibérément de mettre sur le marché des produits attrayants, des produits jetables gratuits. Le jetable gratuit, mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous avons rendez-vous dans cette station essence avec Nicolas Lambert, une pointure du marketing. Ici, on trouve les canettes et les bouteilles en plastique qui seront consommées au volant sur la route. Dans le jargon de l'industrie, on parle d'emballage nomade, aussi appelé on the go ou on the road, littéralement les emballages sur la route. La première chose qu'on voit en entrant, c'est un frigo avec la marque qui est bien présente et où on indique bien que le produit est disponible frais. On voit le produit qui est bien disposé pour qu'on puisse le consommer le plus facilement possible. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de développer des nouvelles occasions de consommation et des occasions de consommation non planifiées, ce qu'on va appeler de l'achat impulsif. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi un achat qui est assez peu sensible au prix. Donc, globalement, on va avoir des marges assez importantes. Si ces emballages on the go, consommables facilement sur la route, étaient en verre ou peut-être un peu plus gros ou peut-être consignés, c'est-à-dire qu'il faut les rendre à un moment au magasin, ça poserait un gros problème dans les ventes? Alors,
C'est possible, c'est-à-dire qu'on va ajouter des éléments un petit peu d'inconfort pour le consommateur et donc il est possible qu'il y ait un impact sur les ventes parce que du coup on va se dire que après il va falloir on va pas pouvoir simplement le jeter à la poubelle ou dans le sac bleu, etc. Donc c'est possible, c'est pas certain mais c'est possible. Merci, bonne journée. Au revoir. Le secteur de l'emballage aurait-il peur que la consigne freine ses ventes au point de torpiller le système ? À ce stade de notre enquête, nous avons voulu le contacter, ce fameux secteur. Et nous avons découvert une chose, il détient le monopole du traitement des déchets en Belgique. On vous explique. Il y a une trentaine d'années, l'Europe imposait le principe du pollueur-payeur. Ceux qui mettent des emballages sur le marché doivent payer pour les déchets qu'ils créent. Dans plusieurs pays européens, cela se traduit par la mise en place du système de consigne en concertation avec l'État. Mais en Belgique, les pouvoirs publics préfèrent déléguer la collecte et la gestion des déchets au secteur privé. Ainsi, les grandes marques, mais aussi les fédérations du commerce, de l'industrie alimentaire et les fabricants de plastique se rassemblent autour d'une ASBL, Foss Plus, et se crée le sac bleu. Une invention des fabricants et des distributeurs d'emballage pour collecter au mieux vos PMC. Et pour savoir où finissent vos sacs bleus, on vous emmène à Charleroi, dans l'un des plus grands centres de tri de Belgique, Valtris. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à pénétrer sur le site. Notre équipe doit enfiler une tenue de sécurité et se protéger les tympans car à l'intérieur, les machines tournent à plein régime. Ce centre de tri colossal travaille 24 heures sur 24 et est capable d'avaler chaque jour le contenu de 50 camions de PMC venant des 4 coins de la Wallonie. Valtris, c'est une intercommunale payée par Foss Plus pour trier les déchets récoltés dans les sacs bleus. Ici, chez Valtris, nous sommes sur un des 3 sites wallons qui trie le nouveau sac bleu et ça représente un investissement de l'ordre de 30 millions au total. Cette somme, c'est Foss Plus qui l'a investi il y a un an pour augmenter la capacité du centre de tri. On est à 40 000 tonnes de PMC entrant chaque année et les bouteilles et les canettes représentent environ 35 à 40% du total entrant. Dans le schéma actuel, vos canettes et bouteilles mélangées à d'autres plastiques dans les sacs bleus sont acheminées vers le centre de tri. Après un passage complexe dans la machine, il en ressort de belles balles de plastique ou d'aluminium revendues par Foss Plus aux recycleurs. Mais avec la consigne... Concrètement, s'il y avait une consigne sur ces canettes et sur ces bouteilles, eh bien ça ferait 40% potentiellement du gisement en moins. Ce qui n'arrange pas Valtris. Avec la consigne, canettes et bouteilles sont déjà triées par les machines. Le centre de tri a donc beaucoup moins de travail. Les 30 millions investis par Foss Plus n'ont alors plus vraiment de sens. Il faut combien de temps pour que cet investissement de 30 millions de Foss Plus soit amorti ici dans votre centre ? Alors on parle d'une durée d'amortissement de 10 ans pour des centres de tri comme celui-ci. Et donc effectivement, cette durée est importante pour un industriel. Donc ça veut dire que d'ici 10 ans, vous allez peut-être reconsidérer la consigne comme quelque chose d'intéressant. À partir du moment où un industriel investit, qu'il soit public ou privé, son objectif est de pouvoir amortir son investissement pendant une durée d'amortissement. Au-delà, bien entendu, il faut revoir sa copie et il faut faire évoluer le modèle. Mais aucun industriel, qu'il soit public ou privé, n'aime entendre dire, après avoir investi 30 millions, vous savez, du jour au lendemain, on va changer les règles du jeu. Pourtant, la consigne, ce n'est pas nouveau. En Belgique, on en parle depuis bien longtemps. Selon Testachat, 74% des Belges y seraient favorables et plus de la moitié des communes du pays la réclament également. Alors pourquoi investir tellement dans le nouveau sac bleu? Et en quoi le sac bleu améliore-t-il la propreté publique? Nous avons voulu poser la question à Foss Plus et à la Fédération de l'industrie alimentaire. Mais dès que nous avons prononcé le mot consigne... C'est pas une volonté de ne pas s'exprimer sur le sujet, hein. Mais c'est plutôt... Mais là, vous ne voulez pas vous exprimer sur le sujet puisque vous ne nous accordez pas d'interview. Impossible d'obtenir une interview du secteur. Ni les grandes marques que nous avons contactées, ni les fédérations du commerce et de l'alimentation, ni Foss Plus n'ont voulu nous rencontrer. Alors nous sommes allés voir les chiffres. Et nous avons découvert que le sac bleu, ce n'est pas vraiment une solution en matière de propreté publique. Chaque année, la région wallonne déclare ramasser 30 000 tonnes de déchets sauvages en tout genre. Et selon les statistiques de BIWAP, canettes et bouteilles en plastique représentent un tiers de ceux-ci. Cela signifie que malgré le sac bleu, il y aurait encore 10 000 tonnes de canettes et de bouteilles en plastique jetées dans la nature.
Si chacun de ces déchets valait 25 centimes, imaginez le trésor que nous aurions au bord des routes. Mais voilà, ces déchets ne valent rien. Et pire encore, ils coûtent aux contribuables wallons 84 millions d'euros par an. Ça, c'est la part du citoyen. La part des fabricants d'emballage, elle, n'a pas changé depuis ce fameux contrat avec Carlo Di Antonio. Souvenez-vous. La Convention dit nous mettons des moyens et nous proposons. C'est de l'ordre de 5-6 millions qui est sur la table. Ils n'ont jamais été. En Wallonie. Oui. On pensait que c'était beaucoup, mais en réalité, les Wallons payent donc 79 millions de plus que le secteur pour la propreté publique. Et ça nous interpelle. Alors nous avons demandé à la ministre wallonne de l'Environnement s'il était normal que le secteur mette si peu dans la balance. Nous avons décidé d'augmenter très sensiblement le montant demandé aux emballeurs et donc ils passeront grosso modo à 10 fois plus, on sera aux alentours de 55 millions d'euros pour uniquement les emballeurs. La ministre nous rappelle aussi qu'elle a commandé une étude sur la mise en place de la consigne. C'est une étude concrète qui vise à dire, tiens, concrètement, si demain on met en place une consigne, qu'est-ce que ça va avoir comme impact économique notamment, budgétairement, est-ce que ça va représenter un coût pour le citoyen ou non? Et si c'est le cas, comment est-ce que le secteur peut contribuer à la prise en charge de ce coût-là? Mais c'est aussi des questions très pratico-pratiques. À combien est-ce qu'on met cette consigne? 10 cents, 20 cents, plus, moins, à discuter, pour qu'elle ait vraiment un impact. Quel type de machine il faut utiliser? Ce sont ces éléments très pratico-pratiques qui vont faire qu'on va avoir une consigne qui va pouvoir réellement être efficace et qui va pouvoir aussi être acceptée, notamment par les petits commerçants. Bon, avec ces nouveaux éléments, nous, on a encore plus envie de le rencontrer, ce secteur. Alors on s'est permis d'insister un peu. Il y a 3 mois, on vous a proposé une interview que vous nous avez refusée. Je voulais savoir si maintenant, on est en montage là, on est en train de finaliser le reportage. Est-ce que finalement, vous serez d'accord de nous accorder une interview? C'est vrai qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Donc c'est effectivement l'occasion de revoir tout ça et de voir ce qui est possible. On n'y croyait plus, mais cette fois, ça y est, Foss Plus nous ouvre enfin ses portes. Et son directeur nous annonce une grande nouvelle. Pour en finir avec le problème des déchets dans la nature, le secteur de l'emballage a un plan, mais ce n'est pas la consigne telle qu'on la connaît. Aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner ensemble avec des partenaires, ensemble aussi avec naturellement Comeos et Fevia, en train d'examiner comment nous pouvons évoluer avec un système de consigne numérique. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Vous scannez votre canette ou votre bouteille et puis vous pouvez le jeter dans votre sac bleu chez vous. Et le montant de consigne sera transféré automatiquement vers votre compte bancaire. Donc très facile. Comment est-ce qu'on scanne? C'est quoi? On va avoir un scanner ou comment est-ce qu'on fait? Normalement, c'est avec votre smartphone. Donc il y aura une application sur votre smartphone. Et donc naturellement, pour les gens qui n'ont pas de smartphone, des gens un peu plus âgés, je dirais, on prévoit aussi des scanners pour utiliser à la maison. Comment pouvez-vous savoir que j'ai mis la canette dans la poubelle après? Vous devez le jeter naturellement dans le sac bleu. Si vous êtes naturellement de mauvaise volonté, vous pouvez le jeter aussi à côté du sac bleu. Mais dans ce cas-là, vous êtes vraiment de mauvaise volonté, je crois. Donc ce système joue sur la bonne volonté des gens? Pour une partie, oui, tout à fait. Comment vous pouvez être sûr que ce système va donner des résultats? Nous sommes en train de faire des tests naturellement aujourd'hui et nous allons continuer à faire des tests. Mais naturellement, la lutte contre les déchets sauvages, ça commence avec le comportement des gens et le comportement naturellement d'une minorité asociale, je dirais, qui ne fait pas le bon geste. Et donc pour ces gens, nous voulons aussi leur récompenser pour instaurer aussi des autres outils comme par exemple le clic. Le clic, c'est une autre innovation révolutionnaire du secteur de l'emballage. Si vous habitez Namur, impossible de ne pas les voir, ces poubelles d'un fuchsia vif. Cela fait déjà plus d'1 an qu'elles colorent les rues. Elle vous invite à télécharger une application pour scanner les déchets avec votre smartphone. Lorsque vous les jetez à la poubelle, vous recevez une récompense sous forme de monnaie virtuelle à dépenser dans les commerces locaux. C'est jeune, c'est numérique, c'est le futur. Clic, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Et est-ce que vous utilisez ça?
Moi j'ai pas encore installé, mais pourquoi pas. J'avais installé. En vrai de vrai, pourquoi pas. Je crois qu'ils étaient venus au Grognon pour faire leur pub, mais je n'ai jamais installé cette application. Non, je pense que j'en ai déjà entendu parler, mais je ne l'utilise pas. Tous les jours, je ramasse des déchets sur la voie publique, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin du clic pour vous motiver? Du tout. Alors là, tu vois, ça ne marche pas toujours. Après un an de test, le clic ne semble pas avoir marqué les esprits. À part peut-être celui de l'échevine de la propreté de Namur, à qui FOSPlus a proposé le système gratuitement. Ça ne nous coûtait rien, vu que tout était pris en charge par FOSPlus. Donc on aurait été, je pense qu'on serait passé à côté d'une belle occasion de tester une nouvelle expérience. Est-ce qu'on voit déjà dans la rue moins de déchets grâce aux poubelles clic? C'est difficile à dire, puisque voilà, on a de toute façon des agents qui passent quand même tous les jours nettoyer nos rues. Vous dire qu'il y a eu un impact incroyable, ce serait vous mentir. C'est sûr, puisque voilà, le projet est encore à son début. Je pense qu'il faut encore axer sur la communication, lancer des campagnes de com pour qu'il y ait encore plus de Namurois qui commencent à cliquer, quoi. Mais combien d'utilisateurs? À Namur, je sais qu'on a 11 000 clics en tant que tel, donc 11 000 clics qui ont eu lieu. On ne sait pas dire que ça a été fait par combien de personnes. Je sais que le top cliqueur, celui qui clique le plus, est à Namur. On ne sait pas qui c'est, évidemment, RGPD oblige. Nous, en revanche, on pense avoir trouvé un autre super cliqueur. C'est nous. Sauf qu'on a un peu triché. Au lieu de ramasser les déchets, nous avons tenté de scanner plusieurs fois la même canette, sans jamais la jeter à la poubelle. Bingo! La canette est toujours dans notre voiture, mais dans les statistiques de FOSPlus, nous avons nettement contribué à la propreté publique. Donc chaque clic est comptabilisé pour FOSPlus dans les statistiques comme un déchet mis à la poubelle? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors nous, on a fait une expérience à Namur. En fait, on a cliqué 300 fois la même canette. On a reçu une coupe, on est devenu super cliqueur, mais cette canette, elle est toujours dans notre voiture. On ne l'a jamais mise à la poubelle. C'est très facilement contournable, ce système. Non, parce que normalement, ce n'est pas possible que vous pouvez le cliquer 300 fois, parce qu'il y a des limites dans le système. Si vous cliquez, par exemple, 50 fois par minute, non, le système ne va jamais l'accepter. C'est pourtant ce que nous avons fait, car bien sûr, nous avions envie de toucher la récompense. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît. Alors dites, vous connaissez l'application Click? Oui. J'ai droit à une portion de fromage d'après l'application, parce que j'ai ramassé 12 canettes. Oui. Vous avez beaucoup de personnes qui utilisent cette application chez vous? Non, pas trop souvent. En un an, depuis que l'application existe, vous avez combien de personnes? Une personne. Une seule personne? Oui. Ok. Et ça, on peut le comprendre, car pour obtenir une maigre récompense, il faut d'abord consommer. Et c'est comme ça chez tous les commerçants. Bonjour monsieur, alors je viens de ramasser 11 canettes. Oui. Et donc j'ai des points qui me permettent à l'achat d'un sandwich un supplément de crudité gratuite chez vous. Exactement. C'est ça, ça fonctionne? Ça fonctionne, oui. Est-ce que vous y gagnez quelque chose ou pas? La condition en fait c'est que quand je m'inscrivais, j'avais un bon de 50 € en fait. Après un an d'existence de ce système, oui. Vous pouvez dire que vous avez eu combien de clients qui sont venus avec ce genre de choses? Franchement, j'en ai pas eu. Vous êtes le premier, monsieur. Chez moi, ça n'a rien donné du tout. On récapitule. En plein débat sur la consigne en Belgique, FOSPlus déploie un plan alternatif basé sur la sensibilisation, la consigne numérique et le clic. 3 actions qui n'ont jusqu'à présent donné aucun résultat sur la propreté publique. Combien ça coûterait d'installer la consigne? On parle facilement, naturellement, de quelques centaines de millions. Et la consigne numérique, ça va coûter combien? Aussi quelques centaines de millions. Mais donc vous préférez dépenser cet argent à quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, plutôt que la même somme sur un système qui fonctionne? Oui, mais nous sommes convaincus qu'on doit choisir pour un système intelligent qui est tourné vers l'avenir et qu'on peut utiliser pour des autres emballages aussi, pour des autres choses aussi. 2 jours après cette interview, nous recevons ce mail de la part de l'équipe du Clic. Nous avons constaté des irrégularités, c'est-à-dire plusieurs scans du même article. Nous vous demandons d'utiliser notre application de manière correcte à l'avenir et de bien vouloir faire de vrais clics. Constater cela 3 mois après notre expérience, curieuse coïncidence. Alors, que retenir de tout cela? Il semble que 2 scénarios soient possibles. Soit nous faisons à nouveau confiance au secteur de l'emballage.
La Belgique serait alors leader mondial du clic et de la consigne numérique, deux nouveaux systèmes qui n'existent nulle part ailleurs. Soit le monde politique décide de suivre l'exemple européen en imposant au secteur la consigne. L'étude de faisabilité en cours livrera ses résultats en juin 2023. Nous devrions alors savoir quel tournant prendra la Belgique en matière de propreté publique.